Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 29 juillet. Circulation très dense sur tout le réseau français aujourd'hui, mais dans l'ensemble, les automobilistes ont fait preuve de prudence. Près de 500 km d'embouteillage tout de même en direction du sud-ouest et du sud-est. Jean-Pierre Chevènement, scandalisé par le discours du chef de file des nationalistes Jean-Guy Talamoni prononcé hier à Ajaccio à l'occasion du débat sur le plan Jospin. Charles Pasqua, lui aussi opposé à ce projet et invité dans ce journal, nous dira tout à l'heure s'il partage l'indignation du ministre de l'Intérieur. En Bretagne, les professionnels du tourisme font grise mine, la marée noire mais aussi la météo décourage les visiteurs. Et puis départ cet après-midi à Arcachon de la solitaire du Figaro, 49 skippers sont partis dans des conditions de navigation idéales. Et c'est reparti, façon de parler, puisque pour certains il s'agit de retour. Il y avait beaucoup de monde sur les routes de France aujourd'hui, mais dans l'ensemble, les automobilistes ont été prudents. Il est vrai que près de 20 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pendant ce week-end, qui est considéré comme le plus chargé de l'année. Et c'est dans la vallée du Rhône que la circulation était la plus dense, surtout dans le sens des départs. Reportage Benoît Gadré et Philippe Évêque. Le chassé-croisé en vallée du Rhône, ce sont 600 000 personnes qui traversent cette région en une seule journée. Le trafic le plus dense de l'année, à la mi-journée, on a relevé jusqu'à 60 km de ralentissement entre Vienne et Orange. On a déjà mis 14 heures, alors il nous reste encore 10 heures. C'est bien les vacances. Ça commence bien, oui. Là, ça fait 2 heures qu'on roule, on a fait quoi 40 km. Il y a du soleil, la vie est belle, hein? La vie est belle même si au PC Trafic de Valence on a compté jusqu'à 3h10 pour relier Vienne à Orange contre 1h20 en temps normal. Par chance, aucun incident n'est venu compliquer la situation, pas même ces arrêts sur la bande d'arrêt d'urgence. Ma fille, hoe zeg je dat, est malade. Plus grave en revanche, le sous-gonflage des pneus. 40% des véhicules contrôlés sur cette aire de service roulent dangereusement. Le plus incroyable, c'est un véhicule qui avait 300 grammes dans chaque pneu. Ça veut dire que l'automobiliste est parti à plat et les 300 grammes, ils sont faits avec l'échauffement du roulage. La pression, elle est aussi dans la tête des conducteurs. Allez-y, d'accord. Voilà, impeccable. Pour évacuer la tension, rien de mieux que le chambara, un art martial. Ou encore l'escalade. L'autoroute est aussi ce jour-là un grand terrain de sport, ce qui amuse les enfants et soulage les parents. Tout à fait, oui, parce qu'après, je pense qu'ils seront un petit peu calmés, puis on va repartir pour 2 heures à peu près. Ceux-là repartiront un peu plus détendus, une respiration nécessaire avant de retrouver le flot du chassé-croisé. Pour prévenir les accidents et rendre la circulation plus fluide, les poids lourds qui ont le droit de circuler le samedi ont été invités à s'arrêter sur les aires de repos ou à patienter à certains péages, ce qui n'a pas empêché les embouteillages, comme vous allez le voir sur ces images commentées par Frédéric Vion. Bloquer les camions pour que les voitures roulent mieux, l'idée est séduisante, mais elle a parfois donné ceci. Une muraille de poids lourds encombrant l'autoroute A7, 2h30 pour relier Vienne à Orange et plus de 40 km de bouchons dans la vallée du Rhône. Pour avoir oublié qu'un camion prend de la place même arrêté, France et Espagne ont même frôlé l'incident. Irrités de voir les poids lourds s'accumuler de leur côté, les douaniers basques espagnols ont carrément fermé la frontière pendant quelques heures à la hauteur de Biriatou. Résultat, encore un ralentissement. Les véhicules légers ne pouvaient plus passer. Donc on a quasiment pendant 2 heures pu franchir la frontière que difficilement par la nationale 10, d'où une pénalité de près de 2 heures. Plus au nord, c'est Millau, dans l'Aveyron, qui accueillait l'un des principaux bouchons du centre de la France. 28 km de ralentissement aux entrées nord et sud de la ville, soit pas moins de 3 heures d'attente. Alors, ce qui se passe le plus souvent, c'est que les gens qui descendent, qui viennent du nord, vont former un bouchon qui va exister encore en début d'après-midi et qui va petit à petit diminuer. Par contre, ceux qui reviennent de vacances partent en général un peu plus tard, donc le bouchon, lui, va avoir tendance à augmenter et à augmenter même pendant l'après-midi jusqu'à assez tard dans la soirée. À Millau, c'est d'ailleurs le même problème à chaque chassé-croisé. Une expérience qui apparemment n'a pas enrichi les automobilistes. Je pensais pas que ça allait être comme ça. L'occasion se termine aujourd'hui. Si on veut profiter au maximum des vacances, c'est jusqu'au dernier jour.
Bilan de ce samedi, plus de 400 km de bouchons dans le sens des départs et 90 pour les retours. Bison Futé avait promis que cette journée serait noire, une promesse hélas tenue. Et puis sur l'autoroute A11 près d'Angers, la gendarmerie a pris une initiative originale. Les automobilistes qui ne portaient pas la ceinture de sécurité à l'avant ou à l'arrière étaient arrêtés sur une aire de repos. Là, 4 voitures accidentées à des vitesses différentes leur étaient montrées pour qu'ils mesurent l'importance du port de la ceinture. Caroline Gauthier et Frédéric Bon. Avancez un petit peu, on va vous expliquer le risque de ne pas mettre la ceinture de sécurité dans le véhicule. Vous allez sur le parking là-bas. Les vacances avaient pourtant bien commencé, mais au péage d'Angers, les gendarmes sont là et ils ont l'œil. Pas de ceinture à l'avant ou à l'arrière, arrêt au stand. Prévention routière mène aujourd'hui une campagne de prévention destinée à l'information des conducteurs. Une fois n'est pas coutume donc, les contrevenants ne sont pas verbalisés. La punition, ce sont ces 4 voitures ou plutôt ce qu'il en reste. Des images choc pour ne pas les oublier. Ça fait très peur. Très peur. Et au niveau des enfants? Je pense qu'ils ont peur. De toute façon, ils ont toujours eu déjà peur des gendarmes. On ne se dit pas qu'à 30 km/h, ça peut faire tant de dégâts, quoi. Et à 90? À 90, c'est impressionnant. Les gens sont quand même frappés, et c'est pas tous les jours. Et puis même le voir à la télévision, c'est pas la même chose que de le voir sur un parking à 1,50 m. Ils sont quand même frappés de l'état de la voiture à 90 km/h en choc frontal. Vous avez vu un petit peu à 90 km/h? Impressionnant, mais l'automobiliste français, conducteur, modèle, comme chacun sait, ne se sent pas forcément concerné. Enfin, surtout pour les gens qui mettent pas la ceinture, je veux dire, hein, parce que bon, nous on la met bien. Là on s'est arrêté pour manger, donc un petit peu ballonné aussi. C'est vrai que pour se reposer, c'est un petit peu embêtant quoi. Mais en partant, on va mettre notre ceinture à l'avant comme à l'arrière. On mettra notre ceinture. Et vous allez la mettre pendant toute la durée des vacances? On essaiera de la mettre. On essaiera. On va la mettre. L'opération aura duré 3 heures, le temps d'alerter quelques-uns des 48 000 vacanciers qui ont franchi le péage aujourd'hui et surtout de les prévenir, la prochaine fois, ils ne repartiront pas avec le sourire, mais avec une amende. Alors que l'enquête sur l'accident du Concorde se concentre aujourd'hui sur les pneus du train d'atterrissage, comme nous vous l'indiquions hier, la vie reprend son cours à Gonesse, tout près de Roissy. Mais les habitants sont encore sous le choc. Aux nuisances de l'aéroport s'ajoute maintenant la peur d'un autre accident. Reportage Agnès Gardet et José Boulestex. Il y avait sur la carrière une trentaine d'enfants. Il aurait pu très bien tomber à 200 mètres près. Jean-Luc a échappé au pire. La carlingue en feu, les réacteurs au point mort, le Concorde est venu finir sa course juste derrière son centre équestre, à moins de 200 mètres. Jean-Luc l'a vu de si près que l'image ne le quitte plus. Même la nuit, je dors plus. Parce qu'à 1 seconde près, je ne parlais plus là. À 1 seconde près. Quand j'ai vu le Concorde sur le dos, 1 seconde après, un gros nuage de fumée. Comme m'a demandé le journaliste allemand hier, est-ce que vous êtes en colère? Non, je ne suis pas en colère, je suis stressé, ému. Je ne trouve pas les mots pour le dire. 4 jours après le drame, le centre-ville de Gonesse semble avoir retrouvé un peu de sa sérénité. Mais le trafic aérien, lui, n'a rien perdu de sa cadence infernale. Un avion survole la ville toutes les 90 secondes, 7 jours sur 7. C'est vrai que c'est gênant, mais quoi faire? Il faudrait faire des couloirs. Il faudrait... voilà. Ça, c'est un 747. Alors, on les connaît, hein. On connaît tous les avions. Et on les prend aussi. On les utilise. Un trafic qui augmente chaque année. De quoi rendre le quotidien invivable. Stress, trouble du sommeil, avec en plus aujourd'hui l'angoisse que le drame se reproduise. Ils vivaient en se disant, bon, c'est vrai, il y a un aéroport, c'est vrai, il y a des risques. Aujourd'hui, les risques, ils ont pu les toucher du bout des doigts et ils ont conscience qu'ils vivent à côté de quelque chose de très dangereux. Et il n'y a pas qu'à Gonesse qu'on redoute le pire. Dans toutes les villes autour de l'aéroport de Roissy, on craint une nouvelle catastrophe aérienne. Et puis en Allemagne, à Mönchengladbach, une messe était célébrée aujourd'hui en mémoire des victimes de l'accident. 13 personnes en effet étaient originaires de cette ville de Rhénanie du Nord.
6 couples et une fillette de 8 ans. 1200 personnes ont assisté à l'office religieux. Au lendemain du débat en Corse sur le nouveau statut de l'île, le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement s'est déclaré scandalisé par les propos tenus par Jean-Guy Talamoni. Le chef de file des nationalistes corses avait en effet hier affirmé sa solidarité avec tous ceux qui ont lutté, une allusion implicite à l'assassin présumé du préfet Erignac, toujours en fuite. Jean-Pierre Chevènement, dont on connaît les réserves à l'égard du nouveau statut de l'île et qui a fait savoir qu'il ne présenterait pas le projet à l'Assemblée nationale. Explication Arnaud Boutet et Olivier Robert. Le texte du gouvernement, Paul-Antoine Luciani l'a voté, comme 44 de ses collègues de l'Assemblée de Corse, y compris les nationalistes. Mais depuis hier, il fait partie de ces quelques élus qui condamnent les propos de Jean-Guy Talamoni. Choqué, mais pas très surpris. Notre indignation est intacte, mais je ne crois pas qu'il n'y a pas de crescendo. C'est permanent, c'est constamment une attitude constante. Et ils font ça depuis des années. Hier matin, devant tous les conseillers territoriaux, le chef de file de Corsica Nation a rendu hommage aux prisonniers nationalistes et implicitement à Ivan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. Nos pensées vont également à tous ceux qui sont poursuivis et qui ont dû abandonner leur activité professionnelle et leur famille. Nous sommes à leur côté. Nos pensées vont évidemment à tous les militants qui ont œuvré pour défendre la Corse, qualesi a maniera, quelle que soit la forme de lutte. Une provocation de trop pour Jean-Pierre Chevènement. Le ministre de l'Intérieur est aujourd'hui sorti de son silence, il s'indigne lui aussi. Il a affirmé sa solidarité avec l'auteur de crimes de sang et on peut penser par conséquent à Ivan Colonna. Eh bien je trouve cela absolument scandaleux. Mais une question brûle les lèvres de certains élus corses. Jean-Pierre Chevènement peut-il rester au gouvernement alors qu'il s'oppose au nouveau statut de la Corse et refuse de présenter le futur projet de loi? Je ne peux pas arbitrer à la place du Premier ministre, mais c'est M. Chevènement qui, s'il est en désaccord fondamental avec la ligne politique qui a été arrêtée par le Premier ministre, qui sera amené à en tirer des conséquences. Pour rester à son poste, Jean-Pierre Chevènement donne aujourd'hui sa recette. Eh bien voilà, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Comprendra qui pourra. Seule certitude, le ministre de l'Intérieur ne compte pas se taire, du moins pour le moment. Charles Pasqua, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous souscrivez à la réaction de Jean-Pierre Chevènement à l'écoute des propos de Jean-Guy Talamoni? Bien évidemment. Je trouve que c'est totalement scandaleux. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est justement l'étonnement. Parce que Talamoni est un spécialiste de l'escalade verbale. Puis d'autre part, on sait très bien que dès que l'on a commencé à lâcher quoi que ce soit envers eux, eh bien ils demanderont davantage, c'est comme ça. Or ce qui est absolument anormal, inadmissible, scandaleux, c'est qu'une assemblée qui n'a aucune légitimité, parce qu'elle n'a pas été élue pour cela, ce n'est pas une assemblée politique, mandaté par le peuple, mais aussi un gouvernement qui, de son côté, n'a jamais indiqué ni au Parlement, ni au peuple français ce qu'il avait l'intention de faire. C'est cette conjonction d'irresponsabilité et d'illégitimité qui est la plus condamnable. Mais Charles Pasqua, la paix en Corse ne passe-t-elle pas par un nouveau statut? Vous-même, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, oui, vous n'avez pas pu empêcher les dérives terroristes. Oui, le problème de la Corse est d'une autre nature. Monsieur Jospin avait un avantage sur les gouvernements qui l'ont précédé. Il avait pour lui la durée. Or, on ne peut rien faire si on ne dispose pas de temps. Si on change de politique tous les 2 ans, ce que j'ai connu à 2 reprises, il est bien évident qu'on ne peut rien faire. Mais autant il est logique, il est légitime d'aller aussi loin que possible dans la voie de la décentralisation et des transferts d'un certain nombre de pouvoirs réglementaires, autant il est inacceptable que cela soit décidé par une assemblée qui n'a pas de légitimité pour le faire, avec un gouvernement qui n'en a pas non plus. Charles Pasqua, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent aujourd'hui il faut que Jean-Pierre Chevènement s'en aille s'il n'est pas d'accord avec ce projet, ou au contraire vous comprenez qu'il n'ait pas envie de le défendre à l'Assemblée nationale?
Bon, ça qui n'est pas envie de le défendre, ça me paraît être un minimum. Ce n'est pas à moi de dire s'il doit partir ou s'il peut rester. Tout simplement, je dirais que je vois mal, compte tenu des sentiments qui sont les siens tels qu'il les a exprimés, comment il pourrait rester au gouvernement. Et je crois que son honneur et son devoir, c'est effectivement de mettre en accord ses actes et ses paroles. Et vous souhaitez un référendum sur la Corse? Ah ben évidemment, je souhaite d'abord que l'Assemblée soit dissoute, parce qu'elle n'a pas de légitimité, elle n'a pas été élue pour ça. 15% de gens représentent les nationalistes. Et ce sont ces 15% qui vont l'emporter sur les 80% qui sont contre. Il ne faut pas s'en étonner outre mesure dès lors que j'ai vu quel était le haut fonctionnaire qui était chargé à Matignon de suivre ce dossier. C'est le même que celui qui a bradé la Nouvelle-Calédonie. Alors, ça ne m'étonne pas du tout qu'on en soit rendu là. Merci Charles Pasqua d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Nous vous le disions hier, la Caisse d'assurance maladie va prendre des mesures de rétorsion contre certaines professions de santé. Des médicaments seront moins remboursés et les prix d'actes médicaux diminués. Les explications de Jean-Bernard Schmitt. L'exercice est difficile, un peu comme chez le kiné, mais une fois de plus, il s'agit de faire réaliser des économies à la sécurité sociale. Et pour y parvenir, Martine Aubry vient justement d'accepter les mesures proposées par la Caisse nationale d'assurance maladie. Première d'entre elles, certains médicaments jugés peu efficaces ou trop anciens verront leur remboursement baisser. En tout, 658 produits sont épinglés par les experts. L'objectif est de diminuer en moyenne leur prix de 20% en 3 ans et d'économiser ainsi 650 millions de francs en année pleine. Deuxième cible, les actes médicaux. Là encore, certains tarifs vont baisser, ceux entre autres des kinésithérapeutes, des radiologues ou des sages-femmes. Peu de changements pour les patients, mais un manque à gagner certain pour les professionnels concernés. La ministre a en revanche préservé les primes de nuit des infirmiers libéraux qui craignaient pour leurs honoraires. Économie attendue grâce à cette baisse de tarifs, 1,9 milliard de francs. Une somme qui compense tout juste le coût de certaines améliorations de remboursement décidées par l'assurance maladie, notamment sur les soins dentaires. Et puis mauvaise surprise pour quelques 160 000 bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, l'APL. Ils devront rembourser une partie des allocations reçues. La Caisse d'allocations familiales de Paris en effet s'est trompée. Une erreur qui se monte tout de même à 80 millions de francs. Ceux qui ont trop reçu auront droit tout de même à des délais de remboursement. Après la découverte d'un cas de méningite, le parc Disneyland près de Paris met en place un numéro vert, le 0800 02 53 62, vous le voyez sur votre écran. Un jeune homme ayant passé la soirée du 22 juillet à la discothèque Hurricane de Disney Village a été hospitalisé pour une méningite. Les personnes qui étaient présentes ce soir-là dans le nightclub peuvent se signaler auprès de ce numéro. En Bretagne, la saison touristique est plus que mitigée. Bien sûr, il y a les conséquences de la marée noire, mais ce qui affecte le plus la fréquentation, notamment des campings, c'est le mauvais temps, comme ont pu le constater sur place Olivier Sioux et Michel Hiver. Vous voyez là, les emplacements sont complètement vides. Tout le terrain est complètement vide. On n'a que 9 emplacements d'occupés pour 52 emplacements qui habituellement sont pleins à cette date. L'an dernier, vous étiez plein? On était plein. On avait 52 emplacements. Le 29 juillet 99, tout était plein. Et pourtant, il n'y a pas mieux situé que le camping de Patricia, les pieds dans l'eau. C'est bien le problème. 7 mois après le naufrage de l'Erika, si les plages de Loire-Atlantique sont globalement propres, le spectre de la marée noire fait encore fuir les touristes. Il n'y aura peut-être plus de camping à la Gueuvelle l'année prochaine, je ne sais pas. Mais c'est seuls les chiffres finaux de la fin de l'année qui nous diront si on peut continuer ou pas. Mais là, je pense qu'on est mal parti. La saison est mal partie en effet. Les campings sont les plus touchés, mais tous les professionnels affichent une baisse de fréquentation de 15 à 30%. Et la marée noire n'est pas la seule en cause. Sur la plage de Pornichet, ce n'est pas le pétrole qui inquiète le plus les nouveaux arrivants. Pour l'instant, la marée noire, on n'en a pas souffert, donc ça va. Voilà. Le mauvais temps sûrement plus, mais les vacances sont à venir, donc il y a de l'espoir. Un optimisme que les responsables régionaux du tourisme se doivent de partager. Déjà, on parle ici de reconquête.
Les campagnes de communication ne vont pas s'arrêter à l'an 2000. Pour restaurer une image, pour récupérer tous nos touristes, il va falloir plusieurs années. Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine. Mais on est décidé à le faire, on l'a déjà fait et on aura à nouveau nos touristes habituels sur nos côtes. Le plus dur sera de reconquérir une clientèle étrangère disparue cette année sur le littoral atlantique. Un littoral qui porte encore par endroits les stigmates du désastre de décembre, même si cela ne gêne pas apparemment quelques irréductibles du bronzage. Yasser Arafat en visite aujourd'hui à Paris. Le leader palestinien est venu chercher un soutien auprès de la France qui assure la présidence de l'Union européenne. Après les conversations mitigées à Camp David avec Israël, les Palestiniens espèrent une aide de l'Europe. Explication Philippe Gassot. Yasser Arafat, enfin politique qu'il est, n'est pas homme à rester sur un échec. Le marathon de Camp David n'a pas débouché sur grand-chose de concret, même si la volonté de parvenir à la paix demeure. L'essentiel est donc sauf, et c'est à Paris, auprès de la France et de l'Union européenne, que le leader palestinien vient chercher un soutien. Nous ne rêvons pas de choses impossibles. Nous voulons les accords d'Oslo et les accords de Sharm el-Sheikh, qu'Ehud Barak a lui-même signés. Nous réclamons simplement la mise en œuvre de ces accords. Yasser Arafat joue donc la carte de l'Europe à travers la France, qui en assure la présidence. Une façon habile de répondre au président américain et à ses menaces de déplacer l'ambassade des USA de Tel Aviv à Jérusalem. Les Palestiniens, qui accusent déjà Washington de partialité à l'égard d'Israël, crient au chantage. 2000 d'entre eux sont même descendus dans les rues de Naplouse pour protester. L'Amérique a annoncé que si le 13 septembre prochain, Yasser Arafat proclamait la création d'un État palestinien, la Maison-Blanche pourrait bien changer de ton. Yasser Arafat laisse entendre que pour la proclamation, il serait tenu compte de l'avis des pays amis. Le leader palestinien à Paris, déçu par l'attitude du président américain, entend jouer la carte de la France et de l'Europe, même si l'Amérique aujourd'hui affirme vouloir poursuivre ses efforts de paix. Ce matin à Jolo, aux Philippines, 2 journalistes philippins détenus par les rebelles musulmans ont été libérés. Le négociateur philippin évoque la possibilité de libérer les autres otages occidentaux capturés dans les 2 semaines, dont nos camarades de France 2, Maryse Burgot, Roland Madura et Jean-Jacques Le Garec. Mais la plus grande prudence s'impose. Des promesses du même ordre avaient été annoncées il y a 15 jours. Le commentaire de Gérard Grisbeck et l'analyse de Jean-Marc Ilouz sur place. L'attente est fébrile sur le petit aéroport de Zamboanga, en face de l'île de Jolo. Enfin, l'avion atterrit avec à son bord les 2 journalistes philippins capturés il y a 5 jours, alors qu'ils voulaient interviewer les otages détenus à Jolo. Les 2 journalistes, qui sont mari et femme, ont déclaré qu'ils avaient été bien traités, mais que les conditions de détention dans la jungle étaient difficiles. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le responsable des négociations. La négociation pour la libération des otages occidentaux se poursuit et nous pouvons garder l'espoir d'une issue positive peut-être dans les 15 jours qui viennent. Si la déclaration que nous a faite tout à l'heure M. Aventajado, le chef des négociateurs philippins, ne peut en aucun cas être considérée comme une promesse ou un engagement de sa part, il reste que pour la première fois, les lourds nuages qui enveloppaient le complexe processus de négociation philippin semblent dissipés. La semaine dernière, M. Aventajado avait réussi non sans mal à maîtriser les rivalités de personnes qui entravaient les efforts officiels de Manille. Aujourd'hui, c'est au tour du commandant Robot de balayer devant sa porte. Il vient donc de faire savoir aux ambassades occidentales que désormais, à l'exclusion de son oncle, surnommé Dragon, aucun membre de sa famille ne sera habilité à jouer les intermédiaires. Et puis un Français de Médecins sans frontières a été enlevé en Colombie, annonce l'association humanitaire. Ce volontaire d'une trentaine d'années aurait été kidnappé par un groupuscule révolutionnaire se réclamant de l'armée de libération guévariste. Nouveau massacre en Algérie, une famille de bédouins de 8 personnes, dont 2 nourrissons, ont été égorgés dans la nuit de jeudi. 5 autres personnes ont été assassinées dans la région de Tizi Ouzou. Selon des sources non officielles, ce mois de juillet est le plus meurtrier depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika. Près de 300 personnes auraient été tuées par des islamistes depuis le début de ce mois. J'ajoute que ce matin, au Pays Basque espagnol, l'ancien préfet de Guipúzcoa a été abattu dans un attentat à Tolosa. La victime se trouvait dans un café du centre-ville lorsque, vers midi, un homme lui a tiré 2 balles dans la tête. Il a succombé à ses blessures
La police soupçonne l'organisation séparatiste basque ETA. En France, la plupart des jeunes qui roulent en 2 roues bricolent souvent leur moteur pour dépasser la vitesse limite de 45 km/h. La prévention routière estime aujourd'hui que les constructeurs mettent sur le marché des modèles trop faciles à débrider, pour employer un terme technique, et engage une procédure judiciaire contre 8 constructeurs ou importateurs. Explication Sébastien Héroux et Marraine Minsan. Le pilote de ce scooter est hors la loi, car avec son engin, il dépasse fréquemment la vitesse autorisée de 50 km/h. Son cyclomoteur est trafiqué, sa vitesse de croisière frôle souvent les 80 km/h. J'ai débridé pour pouvoir aller à plus de 45 km/h, parce que quand on roule à 45 km/h, tout le monde roule plus vite et on se fait dépasser, on nous klaxonne dessus, alors je suis obligé, quoi. Et même à 45 km/h, on n'avance vraiment pas, quoi. Vous savez que vous êtes hors la loi, entre guillemets? Ouais, je sais, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le font pas, quoi. Pour débrider leur moteur, les jeunes conducteurs se rendent tout simplement chez le garagiste. Officiellement, c'est interdit. Officieusement, c'est une pratique courante, mais peu avouable. 80% des jeunes demandent à ce que leur engin soit débridé. La plupart des 49,9 cm3 sur Paris et sa banlieue, et dans le sud encore plus, sont tous débridés. La prévention routière aujourd'hui contre-attaque. Elle assigne en justice 8 constructeurs et importateurs de cyclomoteurs. Elle estime que ces engins, une fois vendus, sont trop faciles à débrider. Il y a des moyens techniques qui permettraient d'avoir, non pas des dispositifs inviolables, puisque aucun dispositif n'est inviolable, mais des dispositifs suffisamment complexes, de telle façon qu'ils ne puissent pas être débridés par n'importe quel gamin. Ensuite, le débridage serait vraiment intentionnel. En 1989, 466 personnes sont mortes sur la route dans un accident de cyclomoteur. Les adolescents représentent à eux seuls plus du tiers des victimes. Nos grands-mères en mettaient entre les piles de draps et longtemps elle fut la seule eau de toilette pour les femmes. La lavande se récolte en ce moment même dans les Alpes de Haute-Provence. Florence Griffon et Madi Diawara ont parcouru ces champs où de nombreux jeunes travaillent comme saisonniers dans des parfums entêtants. Il n'y a pas que les abeilles qui travaillent en ce moment en Provence. Il y a aussi les saisonniers. Les récoltes de lavande battent leur plein. Le ramassage commence dès le petit matin, à la fraîche. Dès 8 heures, tout le monde travaille. 50 jeunes, pour la plupart étudiants. Ils viennent ici pour financer leur année universitaire. S'ils mettent autant de cœur au travail, c'est qu'ils sont payés au bouquet. 50 centimes l'unité, ça peut paraître peu, mais avec le coup de main, on peut très bien s'en sortir. Quand la lavande elle est belle, on arrive à faire 1000 francs par jour. 1000 francs. Mais bon, des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus. Ça dépend. 1000 francs par jour, cela veut dire 2000 bouquets. C'est bien sûr un record. En général, on fait beaucoup moins. Et il ne suffit pas de travailler vite, il faut aussi travailler bien. Et là, le patron veille au grain. Ça c'est trop petit aussi. Pas question pour autant de critiquer ces saisonniers. Ce sont des jeunes qui sont très, très motivés. Et à midi, quand on nettoie, ils sont toujours là pour nous donner un coup de main, pour nous aider. La motivation tient et pourtant le travail est loin d'être reposant. Au début, c'est sûr, c'est dur, on a mal au dos, on a mal aux mains, on se fait mal de partout. On se fait piquer, mais bon, à force, on est habitué, donc maintenant, on fait plus attention, mais bon. C'est sûr, si il y avait un autre boulot, j'aurais choisi autre chose, mais bon, on fait avec, hein. C'est dur, mais ici, en 20 ans, contrairement à d'autres endroits, on n'a jamais manqué de saisonniers. Au-delà de l'argent, c'est peut-être aussi dû au charme de la lavande. Bleu, encore du bleu, c'était un spectacle magnifique que ce départ de la solitaire du Figaro dans le bassin d'Arcachon. Près de 400 plaisanciers ont pu assister au départ des 49 skippers dans des conditions de navigation idéales, avec une bonne brise de 10 nœuds. Sur place, Alexandre Carin et Christophe Vignal. Ainsi commence le jeu des solitaires. Une fois largués les amarres, il faut du vent dans les voiles, de la ténacité à la barre. Et drôle de solitude en vérité. 48 marins livrés à eux-mêmes, mais pas délivrés des autres. En fait, sur les courses du Figaro, on ne se perd jamais de vue. On appelle ça la régate, et c'est bien loin d'être un plaisir solitaire. La régate, c'est le jeu avec les autres concurrents. Alors aussi bien dans une course autour du monde solitaire,
on peut ne pas voir un seul concurrent, enfin en visuel. Ici, on a toujours quelqu'un à vue, toujours quelqu'un avec qui régater. Toute espèce de marins confondus, ils ont convergé vers Arcachon. Une semaine de préparatifs pour les professionnels, mais aussi pour les intérimaires de la voile, ceux qui ont payé cher le droit de vivre leur passion. Et Juan Tabarly n'est pas de cela, son nom seul agite les sponsors. Mais pour d'autres, à l'heure de gloire un peu oubliée, tout n'est pas si facile. Ça fait des années que je n'ai pas trouvé de sponsor. C'est une bonne raison. Je suis contente d'avoir Fleur Michon qui me fait confiance cette année pour toute la saison Figaro. Bon, le Figaro, c'est des petits budgets, c'est plus facile à trouver. Cet après-midi, ils se sont embrassés une dernière fois. Puis les marins ont pris la mer pour une longue et belle aventure. Après Bilbao, ils navigueront vers Saint-Nazaire, Folmous, puis Cherbourg, le dernier port, après 4 semaines de course. Aux côtés des marins aguerris, il y a aussi des petits jeunes, on les appelle les bisous, et comme Romain, ils n'ont peur de rien. Il y a eu des courses où j'ai fait des places de temps, je suis arrivé devant Sarto, c'est arrivé, devant Philippe Coupon, c'est arrivé. Bon voilà, une étape, mais bon, c'est une petite chose qui montre que c'est faisable. C'est pas parce qu'ils ont un plus gros palmarès, etc. Là, on est à armes égales, et bon, c'est dans la tête que ça se passe pas mal, quoi. Autrement dit, le triomphe du talent, mais aussi de la volonté. À armes égales, le même navire pour tous, la femme ou l'homme font la différence. C'est toute la beauté du Figaro, au-delà des machines, de consacrer la victoire du seul marin. Promessac en Dordogne, au cœur du Périgord noir. Son gouffre, ses stalactites, ses stalagmites, bref, celles qui tombent et celles qui montent, ses spéléologues amateurs ou pas, et son équipe de France 2, chef de cordée inspiré, Éric Perrin avec Vincent Pacifico. Regardez. Allez savoir pourquoi, le Périgord est une terre vraiment bénie des dieux. Éblouissante en surface, cette région recèle aussi en son ventre d'inestimables trésors. Méduses de calcaire, cascades pétrifiées, sculptures naturelles dépassant pour certaines les 15 mètres de haut, quand la nature se fait dentelière. Mais si chaque année 120 000 visiteurs découvrent la beauté intérieure du gouffre, il n'en a pas toujours été ainsi. Lieu de superstitions, de légendes effrayantes, le gouffre fut fermé au XVIIIe siècle sans jamais avoir été exploré. Après 150 ans d'oubli, un peu par hasard, on redécouvrit en 1907 l'entrée du trou maudit. Mon arrière-grand-père et son voisin prirent la décision de faire explorer ce qui pensait être vraiment quand même une cavité. Et là, c'est un puisatier des Aisies qui s'est armé de courage et qui est descendu avec son matériel de puisatier, un tonneau et un treuil, bien sûr, un treuil manuel. Et pour seul éclairage, eh bien, c'était une bougie. Ainsi commença l'exploitation touristique du site avec pour seul moyen d'accès cette nacelle. Aujourd'hui encore, le visiteur aventureux peut délaisser la galerie creusée en 1957 pour s'offrir le frisson d'un voyage de 50 mètres au centre de la Terre. On a l'impression qu'on descend dans un tunnel, c'est petit, comme dans un puits, et ensuite ça s'ouvre comme un grand champignon à l'envers. Et oui, ça ressemble vraiment à une cathédrale, c'est superbe. Une cathédrale de cristal dont les fondations remontent à près de 100 millions d'années. La France et une bonne partie de l'Europe sont alors sous les eaux. 35 millions d'années plus tard, l'océan se retire, les sédiments marins se transforment en sol calcaire. Éruptions volcaniques, tremblements de terre vont créer fissures et rivières souterraines. Le gouffre de Promessac se forme enfin il y a 15 millions d'années. Les eaux de pluie chargées en gaz carbonique vont au fil des siècles dissoudre le calcaire pour le redéposer dans le gouffre et créer ces incroyables concrétions. Une lente alchimie, il faut en moyenne 100 ans pour produire 5 cm de stalactites. Cela vous donne un sentiment profond du temps qui passe. Vous réalisez véritablement ce qu'est la nature, à quel point elle peut être puissante. Le gouffre de Promessac est une plongée dans la Genèse, un flirt avec des œuvres d'art naturelles hors de l'échelle humaine du temps. Autre genre d'émotion, les rencontres musicales de Haute-Provence. Elles ont lieu chaque année à Fort-Calquier, près de Manosque, au programme musique de chambre. Et un hommage particulier hier à Jean-Sébastien Bach, dont on célèbre cette année le 250e anniversaire de la mort. Reportage Dominique Barouche et Christian Leroux. Rencontre improvisée dans un recoin de ce couvent du XIIe siècle, Jean-Sébastien Bach. Cette soliste australienne conseille un jeune espoir français.
N'oublie pas les graves. Beaucoup de violonistes aiment jouer la mélodie. Cette tonalité de base est essentielle. C'est une des musiques les plus dures qu'on puisse jouer, je pense. Grâce à l'impulsion de musiciens originaires de la région, Forcalquier se met tous les étés à la musique de chambre. Hier soir, le prieuré roman de Salagon affiché complet, anniversaire oblige. Je savais que c'était sa date d'anniversaire de sa mort, mais non, rien de particulier, sauf que je me suis régalé, c'est tout. C'est un de mes compositeurs préférés. Sébastien, c'est plus vigoureux, c'est plus agréable pour moi. Généreux, Bach partage même l'affiche avec d'autres compositeurs moins connus. Ça permet aux gens qui viennent écouter Bach parce qu'ils le connaissent, parce que c'est une musique extraordinaire et parce que c'est une musique qui leur apporte tellement. Ça permet à ces gens de découvrir aussi des compositeurs contemporains. Et pour un musicien, l'anniversaire est secondaire, car chaque jour est un hommage à Bach. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Circulation très dense sur tout le réseau français aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, les automobilistes ont fait preuve de prudence. Près de 500 km d'embouteillage en direction du sud-ouest et du sud-est. Jean-Pierre Chevènement se déclare scandalisé par le discours du chef de file des nationalistes, Jean-Guy Talamoni, prononcé hier à Ajaccio à l'occasion du débat sur le plan Jospin. Et dans ce journal, Charles Pasqua estime qu'il voit mal, compte tenu de ses sentiments, comment Jean-Pierre Chevènement peut rester au gouvernement. Son honneur et son devoir, c'est de mettre en accord ses actes avec ses paroles, a-t-il déclaré. Dans un instant, la météo de Patrice Revet, 20h50 Fort Boyard, à 0h50 le dernier journal avec Ève Mété. Je vous retrouve demain 13h. Très bonne soirée sur France 2. Au revoir.